Bonjour à tous et bienvenue sur Actualité géopolitique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Scott Ritter pour une analyse approfondie de la situation en Ukraine. Pourquoi la Russie continue-t-elle d'avancer sur tous les fronts et comment l'Ukraine se retrouve-t-elle à court de troupes? Quelles sont les implications des récents événements pour les villes clés comme Chassiv Yar et Kramatorsk? Et que penser des appels à la paix alors que la Russie semble intransigeante? Restez avec nous car vous découvrirez une déclaration incroyable d'une personnalité célèbre qui pourrait changer votre vision du conflit. Et ne manquez pas en fin de vidéo la déclaration surprenante et effrayante d'un professeur reconnu. Scott, je voulais commencer avec vous concernant l'Ukraine. Pourriez-vous donner un aperçu si possible de ce qui se passe exactement, dans quelle direction cela se dirige? La première chose que nous pourrions dire d'emblée est qu'il n'y a pas de conflit gelé en ce moment. La Russie avance régulièrement sur tous les fronts. La pression que la Russie exerce sur l'Ukraine est en train de briser le dos de l'Ukraine. L'Ukraine a littéralement épuisé ses troupes. Une des raisons pour lesquelles la Russie a pu avancer de 6 et 12 kilomètres hier dans le secteur critique est parce que l'Ukraine n'avait pas de troupes pour contre-attaquer. Ils se sont repliés sur une ligne intermédiaire, n'avaient pas assez de troupes, ils ont dû se replier davantage. Vous savez, l'Ukraine a l'habitude de faire la navette avec des troupes le long du front. Ils ont une poignée de brigades, 6 à 8 d'entre elles, qui sont utilisées comme des sortes de brigades de pompiers, retirées d'un secteur, envoyées dans un autre secteur, et ils les font faire la navette. Quand elles sont épuisées, elles se replient, se regroupent, les renvoient. Une de ces brigades est la 47e brigade. La 47e brigade a été retirée de la ligne, envoyée vers Chassiv Yar, pour stabiliser la situation dans cette ville critique. Alors qu'ils déchargeaient d'un train, ils ont été touchés par 2 missiles Iskander qui ont détruit un bataillon d'hommes et une partie de l'équipement. La 47e brigade n'est plus efficace au combat. C'est leur brigade de pompiers. La brigade de pompiers n'est pas arrivée au feu. Chassiv Yar brûle. Les Russes avancent. Quand Chassiv Yar tombe, et cela arrivera, cela va, vous savez, déstabiliser la ligne défensive ukrainienne, et ils seront obligés de se replier encore plus loin, mettant des villes comme Kramatorsk en danger. C'est ce que nous voyons. Nous voyons ces mauvaises nouvelles partout. La 31e brigade, une autre de leurs brigades de pompiers, était censée lancer une contre-attaque. Les Russes l'ont plutôt devancée avec un mouvement en tenaille. La 31e n'a pas pu se retirer à temps, et maintenant plusieurs bataillons de la 31e sont encerclés, et ils vont mourir. C'est la fin de la 31e brigade. Ce sont 2 des brigades de pompiers bien connues, des unités très vétéranes, avec, vous savez, avec un bon bilan de résistance aux Russes. Elles sont parties, et de plus en plus d'unités disparaissent comme ça quotidiennement. L'Ukraine perd l'équivalent d'une brigade de troupes chaque jour, et ils ne reçoivent pas plus que l'équivalent d'un bataillon de troupes en remplacement. Vous ne pouvez pas soutenir ces mathématiques militaires. Nous assistons à l'effondrement en ce moment même. L'Ukraine est désespérée pour obtenir des effectifs, elle est désespérée pour obtenir de l'équipement. Alors pourquoi tout d'un coup crie-t-il pour la paix? Tout d'abord, comprenons que l'Ukraine ne demande pas la paix. Soyons sérieux, ils demandent la reddition russe. Ce sont leurs conditions ridicules. La Russie ne retournera pas aux frontières de 1991. La Russie ne retournera pas aux frontières de 2022. La Russie n'acceptera pas un champ de bataille gelé. La Russie est en train de gagner en ce moment. Ce que l'Ukraine fait, c'est créer les conditions pour que, je pense qu'une décision a été prise en Ukraine, qu'il ferait mieux de commencer à se préparer à une présidence de Donald Trump. Mais les Ukrainiens disent « nous devons couvrir nos paris maintenant. Nous devons démontrer. » Pourquoi? Parce que Donald Trump a parlé avec Zelensky. Zelensky connaît le plan de Donald Trump. Il sait que Trump pense qu'il peut résoudre ce problème avec une série d'appels téléphoniques. Maintenant, le premier appel téléphonique serait à Zelensky qui dit « Vous devez accepter les conditions suivantes ». Zelensky est maintenant en position de dire « Je l'ai déjà fait, je dis que nous sommes prêts pour cela, nous sommes prêts pour la paix maintenant ». Mais les conditions que Trump veut imposer sont de donner la Crimée à la Russie, mais la Russie doit rendre Kherson. Ça n'arrivera pas. La Russie, je pense, est en train de dire « Non, vous ne semblez pas comprendre, Donald. Nous prenons Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaïv aussi.
nous pourrions prendre Sumy juste parce que nous sommes vraiment en colère en ce moment. Et c'est la direction que prend la Russie. Je veux dire, quand vous avez Lavrov qui dit qu'il ne peut pas envisager une paix qui permette aux populations russes d'être gouvernées par les Ukrainiens, c'est le plus proche que j'ai entendu un haut responsable russe dire qu'Odessa va être russe. Je pense que c'est la réalité. L'Ukraine aurait dû accepter le plan de paix de Poutine quand il l'a mis sur la table, vous savez, à la veille de leur pathétique petit sommet de paix en Suisse. Ils ne l'ont pas accepté, et comme Poutine l'a dit, rappelez-vous la règle numéro 1 de Ray McGovern, écoutez les Russes, ils vont vous dire ce qu'ils vont faire, et Poutine a dit, si vous ne l'acceptez pas, c'est retiré de la table, et vous ne le récupérerez jamais, et ce que vous allez obtenir est bien pire. Ce sera nous dicterons les conditions de reddition inconditionnelle. C'est tout. C'est la seule façon dont cette guerre se termine. Trump, cependant, a dit que si l'Ukraine accepte la formule de paix, alors il passera un appel téléphonique à Poutine. D'accord. Et il dira à Poutine que Poutine doit, vous savez, rendre les nouveaux territoires, ils peuvent garder la Crimée, et Poutine dira à Trump d'aller se faire voir, et ensuite, la réponse de Trump est que nous inonderons l'Ukraine d'armes, ce que l'Ukraine veut. Donc, toute cette discussion sur la paix et tout, l'Ukraine essaye de créer les conditions qui obligeront Donald Trump à inonder l'Ukraine d'armes. La mauvaise nouvelle pour l'Ukraine est que l'Amérique n'a pas d'armes pour inonder l'Ukraine. L'autre mauvaise nouvelle est que je pense que Donald voudrait peut-être faire passer cela à ses amis républicains et alliés au Congrès. Ce n'est pas vraiment la direction que prend l'Amérique. Notre armée ne peut certainement pas soutenir cela, mais ça a toujours été le problème de Donald Trump, c'est qu'il ouvre juste sa bouche et la diarrhée verbale en sort, et ce n'est soutenu par rien qui ressemble de près ou de loin à la réalité. Ce qui m'amène à la conclusion de cette guerre, elle sera gagnée par la Russie. Notre armée ne peut certainement pas soutenir cela, mais ça a toujours été le problème de Donald Trump, c'est qu'il ouvre juste sa bouche et la diarrhée verbale en sort, et ce n'est soutenu par rien qui ressemble de près ou de loin à la réalité. Ce qui m'amène à la conclusion de cette guerre, elle sera gagnée par la Russie. Cette guerre se terminera quand la Russie décidera que c'est fini, et elle se terminera selon les conditions que la Russie dictera non seulement à l'Ukraine, mais à l'Occident. La seule voix qui compte désormais est celle de Vladimir Poutine, et pensez que, vous savez, Kouleba peut aller en Chine et obtenir que les Chinois, vous savez, je veux dire, pense-t-il vraiment qu'il peut arracher la Chine à l'orbite russe et retourner la Chine contre la Russie, parce que c'est un peu ce que Kouleba agit, comme si cela se produisait. Il ne comprend pas que la Chine et la Russie ont déjà tout réglé, qu'ils savent exactement ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, selon quel calendrier. Vous n'allez pas, il n'y a plus de lumière entre la Russie et la Chine sur l'Ukraine. Non, il y en avait au début, plus maintenant. Cette guerre est finie. Nous ne savons pas quand elle sera finie, mais elle est finie. L'Ukraine ne peut pas renverser le scénario sur celui-ci, et la détermination finale de à quoi ressemblera l'Europe post-conflit Ukraine appartiendra à Vladimir Poutine et à Vladimir Poutine seul. L'Ukraine n'aura pas de voix. Kouleba ne sera pas le ministre des Affaires étrangères. Zelensky ne sera pas le président. Aucune de ces personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sera à cette table. Il y aura, c'est comme, vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est assis et a négocié la reddition de Berlin. Était-ce Adolf Hitler? Non, il a dû se mettre une balle dans la tête. Était-ce Joseph Goebbels? Non, il a dû faire la même chose. Était-ce l'un de ces gros bonnets nazis? Non, ils étaient tous morts, ou en fuite. C'était le général Krebs, un général allemand, qui a dû s'asseoir et dire « c'est fini ». Je parie un sou contre $1 que quand tout sera fini, ce sera un général ukrainien qui s'assiera avec les Russes pour signer le document de reddition que la Russie va mettre devant eux. Oui, cela va très bien dans la ligne de la position de la Russie en ce moment que quiconque dirige le gouvernement ukrainien, de Zelensky à qui que ce soit d'autre qui est assis là, n'est pas valide. Je veux dire, le temps de Zelensky est terminé depuis mai, et la Russie n'a pas reconnu que son leadership est légitime. Dan, pourriez-vous intervenir et parler à la fois vous et Scott? Vous avez été dans le Donbass, vous avez tous les deux été sur les lignes de front de ce qui se passe dans une certaine mesure. Pourriez-vous élaborer aussi sur le pourquoi de ce dont Scott parle? Parce qu'il a dit, vous savez, cela va se terminer selon les conditions russes.
Vous l'avez vu par vous-même ce qui se passe là-bas. Pourquoi est-ce alors que la Russie adopterait une position aussi dure, même si elle est en quelque sorte en position de force quand il s'agit du conflit? Oui, eh bien oui, donc depuis que l'opération militaire spéciale a commencé, je suis allé en Russie 5 fois. J'ai été en Crimée, j'ai été dans le Donbass 3 fois. Je viens de rentrer de Lugansk il y a environ un mois, et j'étais aussi à Kherson. Donc, ce que je peux dire, c'est que la Russie prendra ces territoires, pas seulement parce qu'ils gagnent la guerre, mais parce que franchement, les gens dans ces régions veulent faire partie de la Russie. C'est le petit secret sale que l'Occident ne veut pas aborder. Tout d'abord, ces régions font historiquement partie de la Russie, en particulier la Crimée, en particulier le Donbass, qui est composé de Lugansk et de Donetsk. C'était le cœur de la Russie, c'était le cœur de l'Union soviétique, et en particulier le Donbass a été victime du gouvernement de Kiev depuis 2014. 14 000 personnes sont mortes dans le conflit entre Kiev et le Donbass avant même que les opérations militaires spéciales ne commencent en 2022, et à moins de connaître cette histoire, vous ne devriez vraiment avoir aucune opinion sur ce qui se passe en Ukraine, parce que les gens dans le Donbass le savent, les gens en Crimée le savent, ils ne veulent pas retourner en Ukraine. Pas parce qu'ils détestent les Ukrainiens, mais parce que le gouvernement de droite que les États-Unis ont aidé à installer en 2014 a décidé qu'il allait s'en prendre à sa population russophone, à ces Russes ethniques. Il allait les traiter comme des citoyens de seconde classe. Cela a abouti, encore une fois, à une guerre qui a tué 14 000 personnes, et ces gens ne retourneront pas en Ukraine. Et c'est la réalité que je veux que les Américains connaissent. Et beaucoup d'Américains ne savent pas ce qu'est le Donbass, n'est-ce pas? Mais ils devraient apprendre à le connaître, et ils devraient apprendre à connaître la Crimée et l'histoire là-bas. Et ils auraient une opinion très différente, je pense, de ce qui se passe, et c'est pourquoi ces régions ne retourneront pas en Ukraine. Et Scott, peut-être un dernier mot sur le conflit, ou Dan après, qu'avez-vous pensé des sondages récents, sortant d'Ukraine, parlant de comment il y a plus d'appétit pour parvenir à un accord avec la Russie? Trouvez-vous que cela soit aligné avec la condition globale de l'armée ukrainienne, ainsi que de toute la société, ainsi que du statut de la capacité des États-Unis et de l'OTAN à mener ce conflit? Comment avez-vous vu cela, étant donné que pendant très longtemps, nous entendions que les Ukrainiens étaient tous dedans? Et vous avez aussi parlé de cela, qu'il y a eu beaucoup de, vous savez, de ferveur et de passion pour vous savez, rejoindre le front, rejoindre les lignes de front, et essentiellement mourir pour cette cause. Eh bien, je veux dire, tout d'abord, nous ne pouvons pas contester le fait qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de soldats ukrainiens qui croient en l'Ukraine et sont prêts à se battre et à mourir pour l'Ukraine. Chaque officier et soldat russe à qui j'ai parlé, qui était dans l'opération militaire spéciale, n'avait que des éloges pour les Ukras, leurs homologues ukrainiens. Le courage de ces hommes, la ténacité de ces hommes et le respect qu'ils ont pour les gens qui sont prêts à se battre jusqu'à la mort pour ce en quoi ils croient. Je veux dire, vous savez, la guerre, c'est la guerre, mais vous savez, ils, les Russes, vous n'entendez pas les soldats russes dire que ces gars sont une bande de lâches, ils sont inutiles, ils sont comme non. Si nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons, ils nous tuent, parce qu'ils sont assez bons. Vous savez, donc il y a des gens là-bas qui se battent. Nous ne devrions jamais oublier ce point que les Ukrainiens mènent un sacré combat contre une très bonne armée russe. Mais ils sont en train de manquer de troupes. Mais voici la chose, et peut-être que Dan peut en parler aussi, parce que, vous savez, il est allé en Russie beaucoup plus de fois que moi, et je pense qu'il a probablement une base d'expérience plus large sur laquelle s'appuyer, mais ma base plus étroite me fait comparer et contraster même aussi récemment qu'en mai de l'année dernière, 2023, ce que j'appellerais la sympathie en Russie pour les Ukrainiens, de l'empathie même, de la compassion. Il n'y avait pas, le peuple russe n'était pas dur envers les Ukrainiens. Ils étaient encore en train d'assimiler cette guerre, mais c'était principalement leur œil qui était dirigé vers l'OTAN, vers l'Occident, et ils ne tenaient pas l'Ukraine pour responsable de cela. Je ne pense pas que cette situation existe aujourd'hui, c'est mon avis, et encore une fois, Dan peut me corriger si j'ai tort, et je suis prêt à avoir tort, parce que je ne prétends pas tout savoir sur la Russie. Mais mon sentiment est qu'il y a eu un durcissement de la Russie envers les Ukrainiens, et que la direction que prend le peuple russe
est de finir cette guerre, quel qu'en soit le coût, pour l'Ukraine. Et il ne demande pas de crimes de guerre. Il ne demande pas cela, mais le jour où l'on s'inquiétait de vous, savez, la souffrance du peuple ukrainien est depuis longtemps passée. Les Russes ont enterré trop de Russes, et ils veulent que cette guerre se termine, et ils ne se soucient plus de qu'elle. La raison pour laquelle j'ai abordé cela est que les sondages n'ont plus d'importance. La Russie ne s'en soucie plus. Il y a eu un temps où des sondages comme celui-ci auraient pu résonner à l'intérieur de la Russie, générer une discussion, mais de mon point de vue, le peuple russe est simplement devenu dur. Écoutez, je l'ai vu même ici aux États-Unis, j'ai vu l'attitude de l'ambassadeur russe et de l'ambassade russe changer radicalement par rapport à une époque où la priorité numéro 1 était de savoir comment convaincre, comment faire en sorte que le peuple américain soit vacciné contre la maladie de la russophobie. Ils voulaient, vous savez, ils voulaient gagner les cœurs et les esprits du peuple américain. Ils voulaient, et aujourd'hui, ils s'en fichent, ils s'en foutent de nous. Je veux dire, ils sont juste comme au diable avec vous. Nous, je veux dire, c'est juste cette indifférence insensible qui vient quand, vous savez, quand on reconnaît que les États-Unis, collectivement, ne sont pas disposés à s'engager dans un dialogue constructif, ne sont pas disposés à s'engager dans quoi que ce soit qui amène une conclusion mutuellement acceptable. Donc la Russie suivra sa propre voie, et c'est ce qui s'est passé. Je pense que le peuple russe a simplement dit non, nous ne nous soucions pas de l'Ukraine, au diable avec vous, finissez cette guerre. Et les diplomates russes disent, écoutez, l'Amérique ne veut pas être constructive, ne veut pas s'engager, au diable avec l'Amérique. Je ne pense pas que les Russes perdent beaucoup de sommeil à propos de la russophobie en Amérique aujourd'hui. Je pense qu'ils sont comme, ouais, c'est une maladie, c'est comme l'hydrophobie, laissez-la tuer l'Amérique, on s'en fiche plus, on est passé à autre chose. On a les BRICS, on a l'Eurasie, on a toutes ces autres choses qui se passent, qui élargissent notre interaction dans le monde d'aujourd'hui. Et je vais juste vous laisser avec une dernière observation qui était juste une observation très fascinante que j'ai eue d'un professeur russe récemment. Normalement, quand j'interviewe des Russes, le but est de revenir à mon idée d'essayer de vacciner les Américains contre la russophobie, c'est d'obtenir la perspective russe sur la Russie afin qu'ils puissent me donner du pouvoir aux gens qui écoutent pour que nous ayons une compréhension de la Russie, mais j'ai décidé que, étant donné ce qui se passait en Amérique, je voulais obtenir la perspective russe sur mon pays, ce qui se passait, et l'observation la plus fascinante a été faite, et c'est une que je pense que tout le monde devrait réfléchir. Il a dit qu'il était un homme qui était vivant quand l'Union soviétique est tombée. Il était un homme qui a vécu, vous savez, l'Union soviétique pendant les dernières étapes de la perestroïka, l'effondrement de la société soviétique, et il a dit « Quand nous regardons l'Amérique aujourd'hui, nous voyons l'Union soviétique à la fin de la perestroïka, nous voyons l'effondrement de la société américaine, et j'ai été pris au dépourvu, je suis comme « Non, 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 de quoi diable parlez-vous » Et puis j'y réfléchis, cette élection est folle, une tentative d'assassinat, qui a peut-être été orchestré par des éléments du gouvernement américain, un coup d'État en douceur qui a définitivement été orchestré par des éléments du gouvernement américain, l'instrumentalisation d'un système judiciaire, une société fermement divisée, 36 billions de dollars de dettes, une économie insoutenable, et juste, encore une fois, Ray McGovern a toujours dit « Écoutez les Russes, ils vous diront quelque chose, et vous devriez le garder à l'esprit. Les Russes regardent l'Amérique aujourd'hui. Et il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas nécessairement travailler avec nous plus, parce qu'ils voient une société qui est dans la spirale de la mort. Et c'est une tragédie pour eux. Ils aimaient l'Amérique et respectaient l'Amérique d'il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, ils regardent l'Amérique. Et c'est comme regarder un vieil animal malade, vous savez, périr dans le champ. Vous ne pouvez pas le sauver, il va mourir. Et c'est une tragédie, parce qu'à un moment donné, vous aimiez cet animal. La Russie regarde l'Amérique, et il nous regarde mourir. Et pour un Américain qui aime mon pays, c'était une observation très très difficile à entendre, et une réalité plus difficile à commencer à reconnaître alors que je réfléchissais à ce que le gars a dit. Oui Dan, merci Scott. Je sais que Scott voulait vous faire intervenir, donc un dernier mot avant, et puis nous passerons à quelques super chats, et nous conclurons. Vous êtes en sourdine là-haut, voilà.
Oui, donc, et je vais, après avoir terminé mes remarques, il est 5h30 du matin ici, donc je suis sur le point de commencer ma journée, mais je vais juste dire que je suis d'abord d'accord, Scott, avec tout ce que vous avez dit et ce que je dirais. C'est que l'une des grandes tragédies ici est que la Russie voulait faire partie de l'Occident, voulait faire partie de l'Europe, datant de Pierre le Grand, n'est-ce pas ? Et les Russes pensaient pleinement qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, ils seraient admis de nouveau dans l'Ouest et en Europe. Et ce n'est pas la Russie qui a décidé que cela n'allait pas arriver, c'est l'Occident qui a tourné, qui a dit non, nous ne voulons pas de vous. Et cela a pris beaucoup de temps pour que les Russes se réveillent au fait qu'ils n'étaient pas voulus par l'Occident. Et ils le savent maintenant, et comme vous le dites, ils pourraient vivre sans nous maintenant. Ils nous pardonneront à la fin. Ils sont des gens très indulgents. Nous serons amis à nouveau comme nous l'avons été historiquement. Vous savez, les Russes ont soutenu la guerre révolutionnaire, soutenu Lincoln dans la guerre civile. Bien sûr, joué un rôle énorme dans la défaite des nazis dans la Seconde Guerre mondiale. La Russie devrait être notre ami, mais ils peuvent vivre sans nous maintenant parce qu'ils savent combien l'Occident les déteste. Et c'est une chose terrible. Mais à la fin de la journée, nous traiterons à nouveau avec la Russie, et ils traiteront avec nous, mais ce sera à des conditions différentes. Ils ne reviendront pas comme des mendiants, c'est sûr, et ils exigeront le respect, qu'ils méritent bien sûr, et nous devrons apprendre à les respecter.